Entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est ce que recommande cette sagesse qui fait l'unanimité, je pourrais dire. Mais il faut juste faire attention en appréciant les situations au cas par cas et être sûr que le mal comprend comme étant le moindre l'est réellement. À la longue, en effet, il y a des choix que l'on regrette. Des mots qui ont l'air bénins et dont les inconvénients avec le temps se révèlent redoutables. On peut comprendre que lorsqu'il fallait faire le choix, on était déboussolé, qu'on avait méjugé, ou si vous préférez, qu'on avait mal jugé ces mots entre lesquels il fallait choisir le moindre. Occasion pour moi, mesdames, messieurs, de vous exhorter ce matin à essayer de garder la tête sur les épaules, à ne pas paniquer, à ne pas perdre le contrôle dans les mauvais passes qu'il arrive qu'on traverse. Bonjour, nous sommes le mercredi 27 mars 2024. Bienvenue sur TH Matin. N'oubliez pas, quoi qu'il advienne, souriez à la vie. Tu marchais. Tu m'as dit que t'as perdu ton père et ta mère. Tu errais. Pourtant tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis que tu t'en sortiras si long. Mais ton pire. Tes racines, tu volais comme un oiseau sans nid. Même la nature te taquine. Tu subis. Pourtant tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis que tu t'en sortiras si long. Mais tant pis. Tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis que tu t'en sortiras si long. Mais tant pis. Je ne pouvais plus pleurer. Mes larmes s'étaient séchées quand je t'ai regardé. Quand tu te levais, que tu retombais. Pourtant tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis sortira si long, mais tant pis. Pourtant tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis que tu t'en sortiras si long, mais tant pis. Pourtant tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis t'en sortira si long, mais tant pis. Non, tu souris. Non, tu souris. Non.
Pourtant, sourire à la vie, quoi qu'il advienne, garder le sourire, le message, je le portais déjà à Adonis, mais ils ont qu'on ne présente plus. Vient jouer comme un point d'orgue cette exhortation Adonis Meizon qui nous chante Tu souris, coup de cœur musical que je vous propose aujourd'hui, extrait, je crois, de son album Sur la route des hommes. C'est vrai que l'homme, en ayant fait le déplacement de l'autre côté, puisqu'il est plus en France qu'au Bénin, pour des raisons qu'il vous expliquera, que vous avez l'occasion de découvrir dans des interviews qu'il a eu à accorder. Si vous avez cette occasion, bien sûr, vous comprendrez. Est en train de préparer ou a déjà préparé quelque chose bar occidental. En attendant, nous faisons ce rétro comme pour dire que la musique béninoise, elle existait quand même. Adonis, si jeune à l'époque, mais aujourd'hui plus de la trentaine déjà. TH Matin prend donc son envol et pose déjà pour les unes des journaux. Et pour cette revue des titres à la une des journaux parus ce mercredi et parvenu à la rédaction de Télé Hémicycle, intéressons-nous d'abord à ce qui a fait l'actualité parlementaire, ce qui aurait relayé ces journaux à propos. Et nous commençons avec l'emblème du jour qui parle des audiences du président de l'Assemblée nationale, entre autres, et qui informe donc que partenariat institutionnel, Parlement UNICEF, la représentante résidente Djanabou Maondé Vlavonou en tête à tête. Une autre actualité parlementaire, c'est ce séminaire parlementaire à Grand Popo relayé par l'emblème du jour. L'IPAB renforce les capacités des assistants des commissions, titre également ce journal. Nous passons à un autre, avant de passer à un autre journal, l'emblème du jour qui renseigne toujours sur une autre audience du président de l'Assemblée nationale des dignitaires de Trompeton et à la FIA, au cabinet de Louis Beronou Vlavonou. Nous passons maintenant, comme je le disais, à un autre journal, l'affiche du jour qui parle aussi d'activités parlementaires. D'abord, cette audience tête-à-tête entre la représentante résidente de l'UNICEF et le président de l'Assemblée nationale. Djanabou Maondé et Louis Vlavonou échangent entre autres sur la santé de la mère et de l'enfant. Séminaire parlementaire à Grand Popo, les assistants des commissions à l'école de la procédure législative. À la une de Décryptage Info, on peut également lire partenariat institutionnel, Parlement, UNICEF, échange entre Djanabou Maondé, représentante résidente UNICEF, et Louis Vlavonou. Nous passons au journal Le Matin, qui nous parle d'Assemblée nationale, renforcement des capacités des fonctionnaires parlementaires, aguerrir les assistants des commissions sur la procédure administrative. Nous changeons d'actualité pour parler de ces mots de félicitations envoyés par le président de la République à celui qui s'en va être son homologue du Sénégal. Le journal Le Grand Matin en parle ce mercredi. On peut lire entre autres à la une de ce journal. Présidentielle 2024 au Sénégal, Talon félicite le nouveau président sénégalais élu. Même actualité à retrouver aussi à la une du journal Le Télégramme. Présidentielle au Sénégal, Patrice Talon félicite Bassirou Diomaye Faye, le président élu. La CEDEAO réagit à la victoire de Diomaye Faye. Le Soleil, Bénin Info. Après sa brillante victoire sur Macky Sall, Talon félicite le nouveau président sénégalais Faye et qui précise que la consolidation des liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays préoccupe le réformateur national. Après Le Soleil, Bénin Info, juste un coup d'œil à la une du journal Le Grand Matin qui parle aussi du président de la République du Bénin qui félicite son homologue élu du côté du Sénégal. Présidentielle 2024 au Sénégal, Talon félicite le nouveau président sénégalais élu, titre ce journal qui poursuit donc avec d'autres titres qu'on pourrait retrouver à sa une également. Passons à la une de Le Soleil, Bénin Info, qui nous parle de cet affrontement, de ce fait de société qui a l'affrontement entre agriculteurs et bouviers à Malanville. Que s'est-il passé? Le journal nous donne
des précisions dans ces colonnes pour ceux qui auront l'occasion d'aller en savoir davantage. Le journal Le Matinal en parle aussi. Département de la Liborie, la situation sécuritaire reste préoccupante, titre ce journal en manchette. Et nous allons donc achever, je dirais, cette une des journaux avec le journal Le Matinal. Merci de votre aimable attention pour cette rubrique qui passe la main déjà à une autre avec ce soleil que j'appelle souvent et qui se lève de ma droite. C'est son est à lui, ce soleil, à elle, Océana Moussou, je dirais. Bonjour. Bonjour, Saturnin Diosso. Le rouge, il est éclatant aujourd'hui. Très. Un message particulier à passer à travers la couleur? Non, pas particulièrement. Vous savez, j'adore les couleurs, vous le savez, donc du coup... C'est le monde du jour. Toujours. Entre toutes ces couleurs, laquelle préférez-vous? Ma couleur préférée, c'est le rouge et l'orange. Le rouge et l'orange. Ah, voilà, qu'il y en a deux. Une femme sur le plateau. Merci d'être là ce matin. Je vous en prie. Je vous laisse en compagnie de nos téléspectateurs pour le bulletin d'information. Chers amis téléspectateurs, bienvenue au bulletin d'information. On va directement à Grand Popo où l'Institut parlementaire du Bénin tient depuis hier un atelier de renforcement des capacités des assistants de commission de l'Assemblée nationale. Au menu, le rôle prépondérant des assistants de commission dans la procédure législative. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été faite par la directrice de l'IPAB. Je vous invite à suivre un extrait de son discours au micro de Vanoli Olibé. Il m'appartient aujourd'hui, au nom du président de l'Assemblée nationale, M. Louis Béounou Vlavonou, d'introduire les échanges à l'occasion de l'atelier de renforcement des capacités des assistants des commissions permanentes sur leur rôle dans la procédure législative. Je suis d'autant plus heureuse d'accomplir cette mission que je vois dans la tenue de cet atelier l'illustration de 3 principes qui me tiennent personnellement à cœur et auxquels le Parlement béninois se montre également attaché. Le premier principe est souvent énoncé par le président lui-même depuis le début de la 8e législature, c'est-à-dire depuis 2019, et je cite « Faire de l'Assemblée nationale un Parlement moderne, de type nouveau et résolument engagé au service du développement. » Pour y parvenir alors, il y a lieu, entre autres, de transformer positivement l'administration parlementaire, de la rendre performante dans les prestations qu'elle fournit pour induire la modernité souhaitée. Le second principe découle du premier. C'est la nécessité d'assurer la formation continue et le renforcement de capacités des agents pour de meilleurs rendements dans l'accomplissement des tâches qui incombent à chacun. En effet, le renforcement des capacités est d'une importance capitale pour toute administration qui se veut performante. Il est donc pour tous les cadres de l'Assemblée nationale, que ce soit pour améliorer les compétences individuelles, développer les ressources internes solides ou s'adapter aux changements, le renforcement des capacités offre de nombreux avantages, tant au niveau personnel qu'organisationnel. En mettant en œuvre des méthodes de renforcement des capacités appropriées et en surmontant les obstacles, les individus et l'administration parlementaire plus généralement peuvent prospérer dans un environnement en constante évolution, comme c'est le cas avec l'Assemblée nationale du Bénin. Le troisième principe est que les assistants des commissions permanentes constituent la crème du travail législatif et ils doivent continuer de l'être. Véritable cheville ouvrière des travaux en commission, ils conseillent les députés pour l'examen des dossiers qui leur sont soumis. Ils produisent également des rapports des travaux menés au sein des commissions permanentes. On revient au siège de l'Assemblée nationale pour parler de cette passation de charges dans 2 services au sein de l'administration parlementaire. Les chefs des services en charge de la coopération interparlementaire et du protocole ont passé la main à leurs successeurs. C'est au cours d'une séance qui a eu lieu ici même au Palais des gouverneurs. Voici le compte-rendu. Antonek Père-Bouton est désormais le nouveau chef du service de la coopération interparlementaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Il succède ainsi à Constant Dazan à la tête de ce service qui constitue le pilier de la diplomatie parlementaire. Monsieur Louis Béounou Vlavonou, je le remercie infiniment pour cette confiance qu'il a à mon égard, puisque
Je me rappelle très bien que j'étais encore à Rome lorsque j'ai été appelé pour être son chargé de protocole. Après, il m'a chargé d'être à la tête de la coopération interparlementaire. Pour vous dire en réalité que j'ai acquis beaucoup d'expérience. Et après Dieu Tout-Puissant, je voudrais remercier très sincèrement le président de l'Assemblée nationale, M. Louis Béounou Vlavonou, pour cet honneur qu'il vient de faire à ma modeste personne. S'il nous a appelés pour l'assister, c'est que nous n'allons pas le décevoir. Et je prends l'engagement de relever les défis. Changement de tête aussi au sommet du service du protocole de l'institution, logé à la direction de la questure. Ici, c'est Primaël Ogboni qui prend le témoin à Dinamadou. Je voudrais remercier très sincèrement le président de l'Assemblée nationale. Je vais remercier également mes collègues avec qui j'ai longtemps travaillé et qui ont contribué à la réussite de notre mission. Je prends le relais des belles actions que vous avez eu à entreprendre durant de nombreuses années au service du protocole et je reste persuadé que grâce à vos conseils et à votre accompagnement, je saurai impulser une nouvelle dynamique dans ce service. Le directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale va alors rappeler les défis qui s'imposent aux chefs de service entrants avant de les installer dans leurs fonctions. Comme vous le constatez, l'administration au niveau de l'Assemblée nationale est rythmée par plusieurs réformes et plusieurs charges qui appellent à ce que chacun d'entre nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour faire avancer les choses. Et je crois, à entendre les différents intervenants, que ceci est bien compris de nous tous, tout en prenant acte de vos différentes déclarations de vouloir et de pouvoir bien faire, de vouloir et de pouvoir mieux faire. Je voudrais, au nom du président de l'Assemblée nationale, alors, vous installer dans vos différentes responsabilités et vous renvoyer à vos différentes charges. Cette cérémonie de passation de charges s'est achevée par une photo de famille et de souvenirs. En page inter, le Togo passe de la 4e à la 5e République. Une nouvelle constitution a été adoptée dans la nuit du 25 mars par les députés à l'Assemblée nationale. Elle consacre l'instauration d'un régime parlementaire et en lieu et place, bien sûr, de celui présidentiel dans lequel se trouvait le pays jusque-là. La proposition de loi portant révision de la Constitution avait été introduite au Parlement par un groupe de députés le 26 décembre dernier. Estelle Dokon. C'est par 89 voix pour, une contre et une abstention que la nouvelle loi constitutionnelle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Le texte consacre des changements notables, à savoir le passage de la 4e République à la 5e et du régime présidentiel au régime parlementaire, la mise en place d'un président du Conseil des ministres élu par l'Assemblée nationale, la consécration des droits et devoirs dans une déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux, l'érection de la haute autorité pour la transparence, la lutte contre la corruption et l'intégrité de la vie publique, la refonte de la justice ordinaire et des autorités constitutionnelles indépendantes, la suppression de la Cour suprême, la mise en place du protecteur du citoyen en lieu et place du médiateur de la République. L'adoption de ce texte positionne au centre de la vie politique l'Assemblée nationale et le Sénat qui jouent un rôle important. Ainsi, comme innovation, le président de la République est élu pour un mandat unique de 6 ans par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Il dispose de pouvoirs symboliques et est le garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Le chef du parti majoritaire de l'Assemblée nationale est le facto élu président du Conseil pour un mandat de 6 ans. Il est le chef du gouvernement, conduit la politique de la nation et procède aux nominations à des fonctions civiles et militaires. Les députés, quant à eux, sont élus au suffrage universel, direct et secret pour un mandat de 6 ans renouvelable.
Le mandat des sénateurs est également de 6 ans renouvelable. La proposition de loi portant révision de la Constitution a été initiée par un groupe de députés représentant plus d'un 5e des membres de l'Assemblée nationale, conformément au premier alinéa de l'article 144 de la Constitution. Selon les défenseurs de cette réforme constitutionnelle, la mise en place du régime parlementaire va favoriser l'exercice d'un contrôle efficace des citoyens sur leurs dirigeants et leurs politiques, tout en participant directement et de façon inclusive à la prise de décision politique en République du Togo. Adoptée par référendum et promulguée le 14 octobre 1992, la Constitution de la 4e République a connu plusieurs modifications, notamment en 2002, 2007 et 2019, suite aux enjeux sociopolitiques, économiques, démographiques, culturels et technologiques, aussi bien au plan national et régional que mondial. On revient au Bénin pour conclure ce bulletin d'information. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis merci, Océane Amousso. Nous allons continuer au Bénin, surtout ce matin, puisque nous sommes depuis l'Assemblée nationale du Bénin. La suite du programme de la rédaction, c'est à 13h30, le journal de la mi-journée, puis à 19h30 pour la rediffusion, pour l'édition du soir. Et puis moi, la suite ce matin, c'est l'invité qui est déjà avec nous. Nous allons le retrouver, mais avant, nous retrouvons Adonis Maïzo sur la route des hommes, qui nous demande de toujours sourire. Le soir là au bord de la mer, tu marchais, tu marchais, tu marchais. Tu m'as dit que t'as perdu ton père et ta mère. Tu errais, tu errais, tu errais. Pourtant tu souris, souris, souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis, tu dis, tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays. Tes racines, tu volais comme un oiseau sans nid. Même la nature te taquine. Tu subis, tu subis, tu subis. Pourtant tu souris, souris, souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis, tu dis, tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays. Tu souris, souris, souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis, tu dis, tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays. Je ne pouvais plus pleurer, mes larmes s'étaient séchées quand je t'ai regardé, quand tu te levais, que tu retombais. Pourtant tu souris, souris, souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis, tu dis, tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays. Pourtant tu souris, souris, souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis, tu dis, tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays. Pourtant tu souris. Sourire à la vie, Adonis Maïzon, qui sert de transition entre d'une rubrique à l'autre. Je l'annonçais, notre invité déjà en studio. Nous allons le retrouver juste après ce tapis. L'autorité de régulation du secteur de la santé déploie dès demain le dispositif
pour la santé des patients, un des 3 dispositifs qu'elle a élaboré et qu'elle entend rendre opérationnel dans la démarche pour l'amélioration continue de la qualité des soins de santé. À la veille du lancement du déploiement, à la veille de ce déploiement, du déploiement de ce dispositif, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, pour permettre d'en savoir davantage, le responsable du programme qualité et sécurité des soins à l'autorité de régulation du secteur de la santé, Dr Jacob Namboni. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur OTH Matin. Merci beaucoup. Je le disais avec vous, nous allons en savoir davantage sur ce dispositif que l'ARS déploie dès demain, jeudi 28 mars 2024 déjà. Docteur Namboni, dites-nous, demain, ce lancement du dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements de santé au Bénin, quel est le sens de l'événement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et l'occasion pour moi, au nom de l'autorité de régulation du secteur de la santé, de remercier votre télévision pour cette occasion que vous nous donnez de parler effectivement de la sécurité des patients. Le lancement est effectivement prévu pour le jeudi 28 mars 2024. Quel sens juste dire à la population, dire aux responsables des établissements de santé, dire aux patients que le dispositif va commencer. Nous allons commencer par mettre en place tout ce que nous avons prévu comme disposition pour pouvoir assurer la sécurité des patients au niveau de nos établissements de santé. Sur ce plateau, le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé disait, je crois, le 22 février dernier, que ce dispositif devrait être déployé dans le premier trimestre de cette année. On constate qu'à l'agenda, vous êtes dans le temps que vous avez prévu pour la chose déjà. Et dites-nous, c'est quoi ce dispositif, le dispositif pour la sécurité des patients? C'est quoi le dispositif? C'est effectif, ce que vous avez dit. Nous avons tenu à respecter le canevas, à respecter le délai, en fait, parce qu'il a été prescrit aussi par le président de la République, qui fait de la sécurité des patients une des priorités, même des priorités. C'est quoi en fait le dispositif? Comme je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble des dispositions institutionnelles, organisationnelles, mais également réglementaires qu'une structure, qu'un établissement de santé doit mettre en place pour pouvoir garantir la sécurité des patients. En termes de dispositif, c'est en fait, quand on parle de dispositif, il y a 3 éléments essentiels qu'il faut voir dans un établissement de santé. Y a-t-il des acteurs chargés de la sécurité des patients dont les rôles, les attributions sont clairement définis? 2, est-ce qu'il y a des normes, des critères qui sont établis pour être respectés par le personnel en vue d'assurer la sécurité des patients? Et enfin, est-ce qu'il y a des outils adaptés, adéquats, qu'il faut utiliser vraiment pour, à un moment donné, évaluer ou contrôler la sécurité des patients? Voilà globalement ce que comporte le dispositif pour la sécurité des patients. Et la finalité du déploiement du dispositif, c'est quoi? La finalité, comme on peut le comprendre, et comme on peut lire dans la littérature, et selon l'OMS, aujourd'hui, nous avons beaucoup de préjudices que nous créons aux patients du fait des soins qu'on leur administre. Des erreurs évitables qui sont commises lors du diagnostic, la prise en charge et le traitement des patients. Donc, la finalité de notre dispositif, c'est qu'une culture de sécurité soit instaurée dans tout établissement. Qu'on soit sûr que tout patient qui rentre dans une structure de santé va être non seulement pris en charge pour la maladie pour laquelle il est là, mais qu'on ne va pas lui créer des préjudices ou lui donner d'autres maladies avec lesquelles le patient va sortir de notre établissement. Donc la finalité, franchement, c'est de réduire considérablement et de façon drastique ces préjudices qu'on crée aux patients.
donc assurer la qualité des soins et diminuer bien sûr le nombre de morts ou de décès liés à ces erreurs évitables. Dites-nous, Dr Namboli, comment sera mesurée dans les établissements de santé la sécurité des patients et au bout de quel délai on pourrait le faire? Alors là, nous passons déjà pratiquement à la phase du déploiement parce qu'en fait, la cérémonie de demain, c'est surtout le lancement du déploiement. Comment on va déployer le dispositif dans nos établissements de santé? Et effectivement, pour mesurer ce dispositif, pour l'apprécier, nous l'avons opérationnalisé par d'abord l'élaboration d'un manuel. Et ce manuel comporte un certain nombre de domaines, au total 5. Un nombre de normes, un nombre de normes pour les établissements hospitaliers, qui sont environ 25, et des normes pour les établissements de soins de santé primaire, c'est-à-dire les centres de la périphérie, qui sont au nombre de 19. Donc, ces normes sont également éclatées en critères. Et parlant de critères, il y en a 3 types. Il y a ce qu'on appelle des critères essentiels, les critères fondamentaux et les critères avancés. Tous ces critères, toutes ces normes sont inspirées, en fait, des orientations de l'OMS. Parce qu'en fait, l'OMS, qui est l'organe, qui est le partenaire qui régule tout le système de santé, a prévu en matière de sécurité ce qu'il faut appliquer comme normes, comme critères dans ces structures. Donc, c'est ces critères-là, surtout les critères essentiels, qui seront d'abord suivis pendant les 10 premiers mois après le lancement. Les apprenants seront vraiment accompagnés pour pouvoir mettre en œuvre ces critères. Et 10 mois après, avec des accompagnements de contrôle, viendra l'évaluation. L'évaluation va mesurer le respect de ces critères et classer vraiment et déterminer ce qu'on appelle le niveau de respect des critères. Donc, il y aura des apprenants au plan national qui, après l'évaluation, seront classés de niveau 1, qui de niveau 2, qui de niveau 3 et voire niveau 4. Donc, tout ça fait partie d'un manuel clairement édité, testé sur le terrain et sera vraiment déployé au niveau des établissements de santé. À quoi s'exposerait un établissement de santé qui n'aurait pas rempli les conditions pour garantir la sécurité des patients, Dr Namboli? Ok. Alors, à quoi la sécurité, elle est obligatoire. Les patients qui arrivent du fait d'un état morbide, c'est-à-dire d'un état de maladie, doivent être traités. Ils ne méritent pas de sortir de cette structure avec d'autres préjudices, avec des préjudices qu'on lui crée. Donc, lorsqu'un établissement ne respecte pas ces critères, dans un premier temps, nous allons étudier avec les contrôles, les évaluations, voir qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à respecter. L'accompagner. L'accompagner pour pouvoir vraiment respecter ces critères. Mais si au terme de plusieurs évaluations, de plusieurs contrôles, nous constatons que l'établissement persiste ou manifeste une volonté de ne pas le faire, l'établissement sera tout simplement fermé. Il est aussi vrai que pour les établissements qui n'ont pas encore ouvert, notamment j'ai parlé des critères essentiels tout à l'heure, avant désormais d'autoriser qu'un établissement de santé ne soit ouvert, il faut qu'il ait respecté les critères essentiels. Les critères essentiels. Il faut qu'il ait respecté ou la possibilité de respecter les critères essentiels parce que l'établissement n'a pas encore commencé à fonctionner. Donc on veillera tout ça pour que franchement, dès le départ, dès le début de tout établissement de santé, que ces conditions, que ces critères, que la majorité de ces critères soient respectés. Voilà globalement ce que nous ferons à ces établissements. Il faut sanctionner ceux qui ne sont pas dans les normes. Il faut peut-être récompenser aussi, Dr Namboli. Est-ce qu'il est prévu de récompenses pour les établissements de santé qui seraient des modèles? C'est vrai. C'est une sanction, elle peut être positive ou négative. Vous savez que pour les établissements de santé, la première récompense, c'est d'abord vraiment de donner satisfaction aux malades. Lorsque les malades sont satisfaits de votre établissement, c'est la première sanction positive. Et comme vous le dites, c'est vrai dans le processus de motivement. Dans notre document, il n'est pas clairement défini une motivation pour tout établissement. Mais comme je le dis, le fait que vous respectez les critères, votre établissement, les patients sont satisfaits, ils viennent, ils fréquentent. Donc, surtout que ce soit les établissements, en fait, c'est un dispositif qui concerne autant les établissements de santé publics que privés.
Donc, surtout pour les privés, sur le public, lorsque votre établissement est fréquenté. Parce que le patient peut aller dans le public comme dans le privé. Il faut s'assurer que, quel que soit le domaine, voilà, il ait les conditions nécessaires pour s'en sortir. Donc, la sanction positive sort déjà de là. Cela n'empêche que dans le processus, et selon le management des responsables des établissements de santé, effectivement, qu'on puisse, dans les zones sanitaires, dans les départements, introduire d'autres sanctions positives. C'est bien possible. Alors, en termes de sanctions, ça peut être positif comme négatif. Fermer, c'est négatif. Encourager, ça fait partie des sanctions qui sont positives. Donc, Boni, quelle est la part que prend le ministère en charge de la Santé dans cette démarche? Comme je l'ai dit, le ministère de la Santé est totalement impliqué. C'est son dispositif d'ailleurs. Vous comprenez que l'autorité de régulation du secteur santé ne peut en réalité pas faire, n'est pas au niveau opérationnel. Nous sommes à un niveau stratégique. Donc, tout ce que nous proposons, ça reçoit l'avis du ministère de la Santé qui, pratiquement, collabore avec nous, qui nous rassure que ce dispositif est conforme à ce qui se fait au niveau des établissements de santé. Donc, à toutes les étapes, le ministère, depuis la conception jusqu'au lancement actuel, le ministère, et particulièrement le ministre de la Santé, est totalement impliqué dans ce processus. Et il sera, lorsque nous allons finir de lancer, comme je le dis, la phase de déploiement, c'est surtout le ministère de la Santé encore qui sera l'acteur principal. Est-ce que dans cette démarche, dans ce déploiement, une place est accordée aux patients dans les hôpitaux? Vous les écouterez? Oui. Quelle est la partition qu'ils auront à jouer? Oui, le dispositif est essentiellement dédié d'abord à eux. Et comme vous le dites, la sécurité commence par les patients eux-mêmes. Il est prévu effectivement un autre volet de sensibilisation des patients d'abord, sur la sensibilisation des professionnels de santé. C'est vrai que ce dispositif parle de sécurité des patients, mais dans la réalité, c'est en fait la sécurité de tout le monde, surtout des professionnels de santé. Lorsque vous êtes un médecin, ou vous êtes un agent de santé, ou un professionnel de santé, que vous avez en face de vous un malade, vous êtes également à risque. Il y a des préjudices. Nous avons vu la gestion de Covid-19, nous avons vu combien d'agents de santé sont partis et sont décédés du fait de la transmission que les patients leur ont donnée. Donc, lorsque vous assurez la sécurité des patients, c'est aussi la sécurité des professionnels. Et il y a des volets dans ce dispositif qui sont vraiment prévus pour cette sécurité spécialement, non seulement des patients, mais également des professionnels de santé qui se chargent de la prise en charge de ces patients. On retient donc que dès demain, jeudi 28 mars 2024, l'ARS déploie le dispositif pour la sécurité des patients dans l'établissement de santé et que ce serait parti d'abord pour une première phase qui durait 10 mois, c'est ça vous aviez dit? Oui, bien sûr. Donc, il sera lancé en fait le déploiement. Du dispositif. Cela veut dire qu'après demain, qui est le lancement officiel national, il y aura des activités au niveau départemental. On ne pourra pas inviter tout le personnel, il n'y a que les responsables. Alors donc il y aura des activités, d'abord de communication, comme ce que nous sommes en train de faire, pour vraiment informer tous les professionnels, les patients, d'accord, sur l'existence de ce dispositif et ce qu'il peut faire par rapport à ça. Il y aura ensuite des phases départementales où nous passerons, où en fait il sera organisé dans chaque département une phase de lancement, de diffusion de ce manuel. Ensuite, nous passerons à la formation. Avec l'appui de l'OMS, nous avons formé au niveau national un ensemble d'acteurs qui vont accompagner le déploiement de ce dispositif. Donc, nous allons mettre ce dispositif-là à la disposition du personnel de santé, des professionnels de santé, qui vont l'utiliser pour s'auto-évaluer. Avant même l'évaluation qui aura lieu dans 10 mois, il y aura d'abord une phase de contrôle pour voir un peu si les gens arrivent à déployer ce dispositif sans difficulté. Les accompagner pour franchir cette difficulté. Et ce n'est qu'après tout ça que la première évaluation viendra dans 10 mois pour pouvoir vraiment s'assurer que le dispositif est déployé et pouvoir vraiment évaluer les structures et les classer à niveau de respect des critères. Docteur Nomoni Jacob, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Vous avez un mot à placer avant de partir? Non, merci beaucoup. C'est d'abord merci. Et de dire aux patients que le chef de l'État n'a d'autre priorité que pour eux.
lorsqu'on parle de la santé, nous avons un engagement effectif, une volonté effrénée du chef de l'État de régler tous les problèmes, surtout les problèmes vulnérables qui sont dus au SEM, donc comme le problème de sécurité. Vous avez évoqué bien d'autres dispositifs tels que la certification des établissements de santé, tels que l'accréditation des professionnels de santé. Mais avant que tous ces dispositifs ne soient mis en place, il est important d'assurer la sécurité des patients. Et cela tient beaucoup au chef de l'État, cela tient beaucoup à nous, autorités de régulation du secteur de la santé. Donc c'est pourquoi on voudrait demander à la population de nous aider à assurer sa propre santé. Quant aux professionnels de santé, je l'ai bien précisé, le TIC s'est nommé dispositif pour la sécurité des patients, mais dans la réalité, ils savent que pour assurer leur propre sécurité, pour prendre en compte la sécurité des professionnels de santé, il faut d'abord faire la sécurité des patients. Donc, ils sont bien pris en compte par ce dispositif et nous pensons franchement qu'ensemble, avec les partenaires techniques et financiers également qui sont prêts pour nous accompagner dans ce processus, franchement, que d'ici là, la sécurité sera totalement garantie pour les patients au Bénin. Merci beaucoup. Docteur Namboni Jacob, je rappelle que vous êtes le responsable du programme qualité et sécurité des soins à l'autorité de régulation du secteur de la santé. Nous vous avons reçu pour parler de ce dispositif que l'ARS déploie dès demain, jeudi 28 mars 2024. Il s'agit donc du dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements de santé. Merci pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Vous direz bien des choses à Dr Lucien Dossoubete, qui est le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Mesdames, Messieurs, TH Matin faire son... Merci, c'est à moi. Oui. Merci. TH Matin fait donc son petit bonhomme de chemin pour la prochaine étape. Ce sera sur la toile. D'ici là, on retrouve notre troubadour, notre Adonis Meizon, qui va essayer de cheviller ce sourire à nos lèvres pour que nous le gardions, quoi qu'il advienne. Tu marchais. Tu m'as dit que t'as perdu ton père et ta mère. Tu errais. Pourtant tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays. Tes racines, tu volais comme un oiseau sans nid. Même la nature te taquine. Tu subis. Pourtant tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays. Tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays. Je ne pouvais plus pleurer, mes larmes s'étaient séchées quand je t'ai regardé, quand tu te levais, que tu retombais. Pourtant tu souris. Pourtant tu souris à la vie. Et pourtant tu dis que tu t'en sortiras si long de ton pays.
Sourire, Adonis, Maïzon, tu souris. J'espère que vous souriez, mesdames, messieurs, chez OTH Matin. De toute façon, notre objectif, c'est aussi ça. Vous amener à garder le sourire pour aborder une nouvelle journée, aller au-devant des défis que vous aurez à relever. J'espère que le soir, à l'heure du bilan, vous direz que, ben oui, ma journée, elle a été quelque chose. Comme je le disais, TH Matin, cet ingrédient télé-hémicycle a servi à assaisonner un peu ce que j'ai vécu. Ce n'est pas lui qui me dira le contraire, puisque lui aussi, il est là pour apporter son grain de sel qu'il tient de la toile Polo Palaunu, a.k.a., comme je le dis, also known as Polo. You are welcome. Sartire, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs qui nous suivent. Ça a bien commencé la journée. Très bien, très bien. Comme d'habitude. Comme vous le constatez. Au service de nos téléspectateurs. De la télévision hémicycle. De la télévision hémicycle. Et avec vous, nous prenons la direction de la toile. Bénin, Sénégal, en fenêtre FIFA, hier, les Guépards étaient aux prises avec les Lions de la Teranga. Eh oui. On aurait pu achever ces Lions. Oui, nous été les deux ratés de notre attaquant Steve Mounier, un face-à-face avec le gardien sénégalais. Ce ne serait même pas un face-à-face, c'est case vide qu'il a manqué d'être de droiture, et puis un penalty qu'il a raté. On pouvait gagner facilement les Sénégalais hier. Je pense honnêtement que je ne m'attendais pas à ce résultat des Guépards. Match nul face aux champions en titre de l'Afrique. Je veux parler de la Côte d'Ivoire. Il fait un match 1-0 face au Sénégal, que nous connaissons, une équipe très compétitive avec des joueurs de grande qualité. Sadio Mané hier ne pouvait même pas percer la défense béninoise. L'atout que nous avons aujourd'hui, c'est le bloc défensif. Nous avons des jeunes très disciplinés en défense, et puis le milieu qui à chaque fois vient en renfort à la défense. Je pense déjà que ce problème que nous avions régulièrement est réglé. Il va falloir maintenant trouver des attaquants. Je ne dis pas que Steve Mounier n'est pas un attaquant de grande qualité. Il faut trouver encore d'autres personnes, et puis des latéraux qui vont régulièrement nourrir l'attaque béninoise. Mais je dis chapeau aux Guépards. Quand c'est bon, il faut le dire. Il faut le dire, parce que nous passons tout notre temps à les critiquer. Et ce qu'ils ont montré, j'allais dire, lors des 2 matchs amicaux, je pense que c'est à féliciter, même si nous pouvons donner comme résultat 14 matchs, sans victoire depuis l'arrivée de Guénoro. Le tableau continue d'être gardé pour notre sélectionneur Guénoro. C'est un problème que Guénoro certainement va régler pour les tout prochains matchs. Roméo Aklozo. Sur la page de Roméo Aklozo d'abord, qui met match amical international fin au stade de la Licorne à Amiens. Bénin 0, Sénégal 1. But de Sadio Mané sur penalty. Et puis, Bénin Web TV qui résume le match en disant journée FIFA, en titrant, j'allais dire, journée FIFA, le Sénégal s'offre le Bénin en amical. Tombeur du Gabon 3-0 vendredi dernier. Le Sénégal a signé ce mardi sa 2e victoire de la trêve internationale de mars. Les poulains d'Aliou Cissé ont disposé du Bénin ce mardi à Amiens en France en match amical. Les Sénégalais se sont imposés sur le score étriqué de 1-0. Dans cette rencontre très animée, chaque équipe a eu son temps fort, dominateur en première période avec un groupe bien organisé, ce qui a posé beaucoup de problèmes aux joueurs d'Aliou Cissé qui peinent à trouver leur rythme. Les Béninois n'ont cependant pas su concrétiser les occasions créées. Le déclic aurait pu venir après la demi-heure de jeu, mais Steve Mounier manque son penalty stoppé par Seni Dieng. Tout le contraire du camp adverse, plus agressif au retour des vestiaires. Emmenés par Sadio Mané, au fou et au moulin, les Lions de la Teranga ont ouvert le score à l'heure de jeu sur un penalty transformé par l'attaquant d'Al Nassr. Une réalisation qui scella d'ailleurs le sort de ce match qui s'achève sur le score de 1-0.
Nous survolons quelques images et on va directement aux commentaires. Commentaires. Fabrice Miracle Zizi Dohoué qui met apparemment le Bénin a besoin de 2 latéraux modernes capables de faire des centres et de créer de surnombre dans le camp adverse et d'un milieu de terrain une vraie plaque tournante capable de garder le ballon et de créer des occasions franches et enfin un bon goalkeeper pour assurer la sécurité de la maison. Très belle analyse que je partage d'ailleurs. Eloge à Hop aussi qui met quand on vous dit que Mounier n'est pas un attaquant, là, vous ne voulez pas accepter la réalité. Quelqu'un qui marque 3 buts en championnat de Ligue 1 depuis le début de la saison, ce n'est pas un attaquant. Même son remplaçant direct à Brest, Satriano, a plus de buts que lui. Il nécessite vraiment une réflexion. Et puis, Falana Prince Dourosimi qui dit éloge. Actuellement, c'est l'attaquant béninois actif qui a le plus de buts en sélection. Achouke Elias, quant à lui, écrit « Malgré la défaite, félicitations à vous les gars. On a vu que le changement commence par donner. L'équipe joue mieux qu'avant. Et merci à Andreas pour le festival. Son nom est gravé dans la mémoire de Mané et dans les archives. » Et puis, j'ai qui met « Sur les 2 matchs, c'est pas mal. Au moins, on connaît notre identité de jeu. Maintenant, bloc bas, transition rapide et en contre-attaque. C'est ce qu'il faut travailler désormais. Plus d'Egbeao, Charles de Kimé, à mon avis, il manque un 3e match qui sera la résultante des 2 matchs. Dans l'ensemble, il y a un fond de jeu qui se dessine. Courage au staff et bonne reprise aux joueurs. Autant de supporters, autant d'entraîneurs, la tâche n'est pas facile. C'est un résultat qu'on apprécie. On aurait pu gagner le match d'hier, qu'on commencerait par améliorer l'image qu'on a de lui. Très rapidement, ce qui est à noter, c'est l'amélioration de Andreas Ontondi. Je pense que ce garçon, il faut le suivre très bien. Il deviendra un grand joueur demain. Nous avons vu Andreas Ontondi totalement transformé. Le but, manqué, j'allais dire, par Steve Mounier hier, face à face, dont je vous ai parlé, face au gardien de but sénégalais, c'était sur un centre très bien millimétré de Andreas Ontondi, que je salue d'ailleurs et que je demande à ce qu'il soit constant dans sa prestation. On quitte Amiens, on revient au Bénin, où la statue de Bioguera est en train de quitter l'aéroport. Vous avez cette information avec Toby Hossinou qui en propose. Et oui, et la statue de Bioguera, entre-temps installée, située, j'allais dire, au rond-point du Carrefour, de l'aéroport international Cardinal Banadin Ganti, est déplacée désormais et ça se retrouve de l'autre côté du Carrefour, ce qu'on appelait Carrefour Erevan, et cette statue porte désormais le Carrefour, j'allais dire, porte le nom de la statue de Bioguera. C'est cette information qui a un peu alerté la toile et que nous, on aimerait partager avec nos amis. Toby Rossinou, comme vous venez de le dire, ami, Bioguera quitte l'aéroport. Suite aux travaux de réaménagement enclenchés par le gouvernement de la rupture, la statue du héros Bioguera a quitté l'aéroport pour le Carrefour Erevan. Le Carrefour Erevan devient donc désormais Carrefour Bioguera. Et puis en commentaire, nous avons Vidjanani Géoffroy Sautin qui met « C'est bien pour la beauté du pays, mais il faut que le gouvernement pense bien les projets désormais. Il y a des ouvrages déjà finis que je retrouve brusquement en chantier. Selon moi, c'est de l'argent du contribuable qui est gaspillé ainsi. » Et puis Serge, nous venons de lui répondre « C'est pas pour rien que surtout chantier, il y a le corps de contrôle. Tant que c'est pas bon techniquement aux yeux du corps de contrôle, l'entreprise reprend et à ses frais. » Boris Vakino qui met que le gouvernement pense aussi à la place Goho avec la statue de Benzin à une hauteur de 25 mètres. Je pense que ce commentaire va beaucoup plus réjouir notre ami Ulrich Alihounou qui nous suit depuis la régie là-bas. Yaya Tama, le polémiste qui met « Tant mieux, ainsi on appellera désormais cet endroit Carrefour Bioguera au lieu de Erevan qui est la capitale de l'Arménie. » Puis Dossa Jean-Marie qui met en commentaire « Bioguera n'a jamais vécu à Cotonou. Dites à vos maîtres que sa place n'est pas à Erevan mais plutôt à
parcours. Il reste un héros national, Mbio Guera. Taoufik Aïndé Adebayor qui met « Changeons le nom de tous les carrefours qui incarnent l'identité européenne par des noms locaux. » Je dis bien « Changeons le nom de tous les carrefours qui incarnent l'identité européenne par des noms locaux. » Exemple, Carrefour Erevan, Bulgarie, Saint-Michel, etc. J'apprécie le geste du gouvernement dans le but de donner la visibilité au monument de Mbio Guera. Tout dernier commentaire pour finir avec ce sujet de Eudola Tundi Awekoun qui met « Il y a du sens à mon avis, il n'est pas encore tard pour mieux faire, donc ce carrefour S-Erevan devient Mbio Guera et en conséquence, il va de soi que la statue du cardinal Bernardin Ganti soit érigée juste devant l'aéroport. » Nous avons 3-4 minutes pour le dernier sujet. Oui, le dernier sujet, nous avons annoncé cette réforme constitutionnelle ici sur ce plateau au Togo, chose faite désormais. Le Togo amorce déjà la 5e République, si je puis le dire, à la faveur d'une révision constitutionnelle intervenue dans la nuit du lundi au mardi. Et puis, nous allons sur la page de RFI pour résumer les innovations, pour résumer à nos téléspectateurs les innovations contenues dans cette réforme constitutionnelle. Le Togo se dote d'une nouvelle constitution et passe à un régime parlementaire. Les députés togolais ont adopté lundi une nouvelle constitution selon laquelle le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Jusqu'à présent, le mandat du président togolais élu au suffrage direct était de 5 ans renouvelable une fois. Les députés du Togo ont adopté le lundi soir une nouvelle constitution changeant l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire, donnant désormais le pouvoir au Parlement d'élire le président de la République. Le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans, je me répète, d'après le nouveau test lu à l'Assemblée nationale et validé avec 89 voix pour, une contre et une abstention. On ignore à ce stade à quelle date le test entrera en vigueur. Jusqu'alors, le mandat du président togolais élu au suffrage direct était de 5 ans, renouvelable une fois. Un nouveau poste de président du Conseil des ministres. Cette nouvelle constitution introduit également un poste de président du Conseil des ministres ayant la pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement et d'être tenu responsable en conséquence. Le président du Conseil des ministres est le chef du parti ou le chef de file de la coalition de partis majoritaires à l'issue des élections législatives. Il est désigné pour un mandat de 6 ans selon le test. Le chef de l'État est pratiquement désinvesti de ses pouvoirs en faveur du président du Conseil des ministres qui devient celui qui représente la République togolaise à l'extérieur, qui dirige effectivement le pays dans la gestion quotidienne, a indiqué Tichao Chalim, président de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale à l'Assemblée nationale. Ce nouveau test doit acter l'entrée du Togo dans sa 5e République, le dernier grand changement constitutionnel remontant à 1992. Et pour finir, en 2019, les députés avaient déjà révisé la Constitution pour limiter à 2 mandats, les mandats présidentiels tout en remettant les compteurs à 0 pour le président Faure Gnassingbé. Ce dernier au pouvoir depuis 2005 avait succédé à son père Eyadema Gnassingbé qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de 38 ans. En 1 minute, les commentaires. Les commentaires, nous avons Las Camara qui met franchement c'est horrible que le peuple n'a pas son mot à dire pour élire son président, mais la bonne nouvelle dans cette décision est que le pouvoir du président est diminué et c'est exactement ce qu'il faut en Afrique. Mao Héritier Massoudi qui met dans un pays sérieux, ce dossier d'une telle importance pour le Togo devrait passer par référendum populaire. Puis Koudou Lazare Tebri qui met une nouvelle constitution qui remettait les compteurs à 0 comme on sait bien le faire en Afrique de l'Ouest francophone. Ainsi donc, Faure aurait un mandat supplémentaire de 6 ans qui à l'expiration va bénéficier d'une légère modification qui pérenniserait son pouvoir. Pauvre Afrique, merci au Sénégal qui fait l'exception. Un dernier commentaire de Jonathan Kalala qui met où est le peuple dans ce changement de système? Si le peuple ne dit rien, c'est qu'il est complice. C'est votre pays. Faites de ça ce que vous voulez, mais ne dérangez pas les autres lorsque tout ira mal. Nous aurions aimé prolonger notre mandat sur cette émission, mais c'est un mandat renouvelable chaque 24 heures. Il dure 1 heure. Nous avons épuisé celui d'aujourd'hui. Espérons renouveler pour demain. Ah oui. Merci Polo. C'est moi. Excellente journée à vous. Merci, pareil à vous.
Excellente journée également à nos amis téléspectateurs internautes qui nous suivent tous les matins. Je le fais à votre suite aussi, mesdames, messieurs. Excellente journée à vous, puisque c'est pour ça que nous sommes sur TH Matin, vous permettre de prendre l'envol pour une bonne journée. L'atterrissage, c'est déjà maintenant pour ce 3e numéro de la semaine. Je vous retrouve demain en attendant. Restez en compagnie des programmes de télé-hémicycle.